Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Florence Lamoureux. Salut Florence. Allô Alexandre, je débute en vous parlant du scandale des terrasses qui a eu lieu lors du Grand Prix de Montréal le 7 juin dernier. Je vous résume un peu ce qui s'est passé alors que les festivités battaient leur plein. Une équipe de préventionnistes du Service de sécurité incendie de Montréal, aussi appelé le CIM, a ordonné la fermeture de terrasses qui étaient remplies de clients, plusieurs terrasses des restaurants réputés de Montréal. Et après, ils ont été vraiment plongés dans une véritable tempête médiatique. Vous vivez probablement sur une roche si vous n'avez pas entendu parler de ce scandale-là qui a vraiment aussi battu son plein sur Instagram où plusieurs restaurateurs se sont exprimés. Et la Ville avait reconnu que la situation était inacceptable et qu'on n'aurait jamais dû intervenir de cette manière-là. Alors après, 2 employés cadres avaient été relevés de leurs fonctions avec solde durant l'enquête administrative. Mais tiens, ils seront finalement pas suspendus ni congédiés selon ce qu'a appris nos collègues de TVA hier. Donc, ces employés-là auraient reçu un avis écrit. On a offert un encadrement et un accompagnement aux 2 employés cadres afin qu'ils s'améliorent et ils ont été réintégrés. Et TVA Nouvelle a aussi appris un peu plus sur c'est qui ces 2 employés-là qui étaient visés par l'enquête parce que ça, on ne le savait pas à ce jour. Donc, l'un était un des chefs de section et l'autre chef de division. Donc, le premier était responsable de l'intervention le soir où on a ordonné la fermeture des terrasses et l'autre, en fait, au premier, on lui reproche d'avoir perdu le contrôle de ses émotions. Il a reconnu ça, il a été rencontré. Et l'autre employé, lui, avait piloté l'inspection des terrasses réalisée avant la tenue du Grand Prix. Et lui aussi a reconnu avoir fait une mauvaise gestion de la situation. Mais écoute, Alexandre, les restaurateurs sont pas contents actuellement, puis je pense qu'on les comprend parce que là, on apprend que ces 2 personnes-là, finalement, avaient été relevées de leurs fonctions pendant l'enquête avec solde. On pensait finalement que peut-être... Là, on a l'impression, je pense qu'il n'y a pas eu de tête qui a été tranchée dans ce dossier-là. Je pense que ça laisse un goût amer. Mais c'est pas juste qu'il n'y a pas de têtes qui ont été tranchées, il n'y a pas de doigts qui ont été tapés non plus. Je pense pas que ça prenait nécessairement un congédiement, plein de gens renvoyés, un comité d'enquête sur ce qui s'est passé complet. Oui, il fallait comprendre la situation, oui, il fallait comprendre pourquoi ces gens-là ont agi de la manière dont ils ont agi. Mais après ça, c'est sûr que ça prenait une certaine conséquence. Là. Ça a bien trop été gros, cette histoire-là. Ça a trop eu de répercussions pour qu'on soit pas capable, d'après ça, d'avoir des réponses satisfaisantes ou au moins une petite conséquence. Là. Au moins comprendre, OK, ces gens-là ont été suspendus 2 semaines, suivent une formation, ils vont réintégrer, on a compris c'était quoi le problème. Là, la citation la plus excellente de tout ça, c'est le propriétaire du café Vasco de Gama, genre Jorge Ferreira, qui lui s'exprime dans les médias puis il dit... On n'est pas trop surpris parce qu'à Montréal, c'est un peu comme ça. Il n'y a personne qui va perdre sa job pour ça. Ils ont été suspendus avec solde, donc ce sont des vacances. J'aimerais ça être suspendu avec solde et partir en vacances sur le bord d'un lac. C'est vrai que dans le fond, ils ont été envoyés en vacances. On les a envoyés chez eux. On a dû rester chez vous. On va vous payer. On va regarder ça. La tempête est passée. OK, revenez-vous-en. On vous offre un accompagnement, puis merci, bonsoir. Non, c'est dommage parce que dans à peu près n'importe quelle entreprise privée, quand tu merdes à ce point-là, t'as au moins une conséquence. Si t'es pas dehors directement, à Ville de Montréal, il n'y aura rien. C'est franchement dommage. C'est surtout ce qui est encore plus ironique, puis c'est quelque chose qui revient dans à peu près toutes les critiques qu'on fait récemment de la Ville de Montréal. Tu sais, par exemple, dans le cas de notre citoyenne qui vient nous parler à l'émission de son problème de rats, puis de la lenteur à intervenir, puis c'est long à la rappeler, puis c'est long... Ça n'a pas été long à intervenir. On est allé direct sur la terrasse, c'était le soir du Grand Prix, là, 58 cm de distance, c'était pas assez, on est allé intervenir en malade. Pas de conséquences. Il y a des cas où c'est urgent, il faut intervenir rapidement, la ville prend des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Pas de conséquences. Je sais pas c'est quoi le message qu'on essaie d'envoyer à la population comme ça, mais ça aurait été l'occasion d'en envoyer un. Je dis, là, pas nécessairement une perte d'emploi, juste une conséquence pour montrer qu'on prenait ça au sérieux. Là, on a l'air d'avoir juste protégé ces gens-là pendant quelques semaines, puis maintenant, c'est passé, on passe à un autre appel. C'est spécial quand même. Oui, du côté de la ville, on dit là, les restaurateurs vont être conviés à une rencontre l'année prochaine pour mieux planifier les festivités. J'aimerais ça être un petit oiseau dans la rencontre entre les restaurateurs et le CIM et la ville l'année prochaine. On va consulter les gens, Florence, parce que c'est ça qu'on fait à la Ville de Montréal. On consulte. On va aller consulter, on va reconsulter, on va demander un avis, on va reposer un avis, on va aller voir telle personne, on va demander ce qu'il en pense. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? On veut vraiment le savoir. Allez-vous prendre des mesures, la Ville de Montréal, après ça? Oh non, mais on a consulté. On va rien changer de nos pratiques, mais on consulte. OK.
font la même affaire d'itinérance, font la même affaire. Regarde, je suis tellement tanné pour vrai là, de ces affaires-là. Il n'y a pas de conséquences pour personne. Puis chaque fois qu'il y a un fiasco, tout le monde s'en tire indemne. C'est plat. Tout savoir en 24 minutes. Peu après 20h mardi soir, les spectateurs qui étaient sur les plaines d'Abraham au Festival d'été de Québec ont reçu l'ordre d'évacuer tous les sites à cause de l'arrivée d'un orage et parce qu'on disait que les spectacles n'allaient pas reprendre. On peut voir l'image pour ceux qui nous écoutent en vidéo. On a vraiment eu un message qui a été diffusé sur les écrans du festival disant « Nous vivons actuellement une situation qui nous force à évacuer le site. » Donc, tout le monde a été carrément évacué. Tout le monde a repris le chemin de la maison, mais 45 minutes plus tard, l'organisation du Festival d'été de Québec a annoncé que le spectacle aurait lieu quand même. Le spectacle de Carquois, qui était la tête d'affiche mardi soir. On disait que le spectacle allait quand même avoir lieu à 22h, mais que les plaines vont être accessibles gratuitement par tous dès que l'orage était passé. Donc, on a fait ce message-là sur Facebook. Puis ensuite, on disait en fait qu'on analysait la situation et finalement, avec le spectacle, allait avoir lieu. Et là, sur les réseaux sociaux, les festivaliers étaient en colère parce qu'on dit, on nous a dit au micro, on nous a dit sur l'écran que le spectacle était carrément annulé. On nous a dit, tout le monde rentrait à la maison, il va y avoir un orage. Puis finalement, avec 45 minutes après, on nous met un message sur les réseaux sociaux disant que le spectacle allait peut-être avoir lieu, mais ailleurs. Puis finalement, on refait un message pour nous dire que le spectacle a lieu. Là, plusieurs festivaliers disaient, hey, moi, je suis déjà rendu chez moi. En ce moment, je suis dans l'autobus. Puis on sait à quel point les déplacements à Québec, actuellement, c'est difficile. Le service des navettes qui est souvent complètement rempli quand tout le monde quitte le site en même temps. Surtout là, c'était lors d'une évacuation. Tout le monde a quitté le site en même temps. On a pris nos voitures, la navette. Donc là, sur les réseaux sociaux, ça se déchaînait hier, disant, voyons, ça n'a pas de bon sens qu'on nous ait mal informés comme ça. Comment il peut y avoir un aussi grand manque de communication? Donc voilà, il y a eu un manque de cohérence dans les consignes, je crois. On espère que ça va mieux se passer là, pour les prochains jours, surtout que l'ouragan va se déchaîner un peu sur le Québec dans les prochains jours. Je pense que le pire, ça va être dans la Montérégie puis les cantons de l'Est, mais quand même, il va pleuvoir dans les prochains jours. Ça va être un temps assez incertain. Donc, je pense que les festivaliers qui vont se rendre au FEC, ça se peut qu'il y ait d'autres spectacles annulés, mais on espère qu'il n'y aura pas une autre incohérence dans les consignes comme ça. Ouais, mais c'est tellement délicat parce que les gens qui organisent des festivals comme ça, c'est du monde. Beaucoup de gestion. C'est beaucoup de gestion, là. Puis quand t'as un orage, tu sais pas comment ça va tomber. T'as peur pour que. T'as peur pour tes clients. T'as peur pour tes festivaliers. Tu veux pas qu'il y ait personne qui se blesse. T'as peur que l'orage. C'est toujours une espèce de jeu délicat. Tu sais pas comment la température va agir. Est-ce que tu laisses le monde là puis tu risques peut-être que quelqu'un se fasse blesser par l'orage puis qu'après ça, t'aies à gérer des poursuites? T'évacues tout le monde tout de suite de manière préventive. T'es gardes sur le site en disant regardons, on va regarder la situation, le spectacle n'a pas lieu tout de suite, merci de votre patience. C'est pas facile. Là, je pense qu'ils ont vu l'occasion de dire OK, on va rattraper pour ceux peut-être qui peuvent, là, ça sera pas complètement annulé. Puis sur le coup, ils devaient se dire oh wow, c'est une bonne idée, on va offrir ça au minimum aux gens, ça va être gratuit. Le problème, c'est que c'est sûr que le monde sont en beau joie le vert de s'être fait évacuer du site, puis après ça, de se faire dire qu'il y a un spectacle. Je peux les comprendre. En même temps, j'ai pas le goût de casser du sucre tant que ça sur le Festival d'été de Québec. Là, pour avoir déjà organisé des événements 1000 fois plus petits, c'est compliqué. Là. C'est compliqué, surtout un événement extérieur. Tu sais jamais comment la météo va réagir. Je pense qu'ils ont fait de leur mieux, mais effectivement, ça prend une meilleure communication. Tant qu'à faire, tu dis aux gens, stand-by, on va regarder c'est le spectacle d'ici une demi-heure. Les spectacles, ouais, exactement. D'ici une demi-heure, on va vous donner un message d'ici là, chercher des abris si vous entendez des coups de tonnerre, restez là, on va distribuer des boissons, je sais pas, tu sais. Tu peux essayer de gérer d'une autre manière, mais là, clairement, manque de communication, là, je pense que c'est le meilleur terme pour définir toute cette situation. Tout savoir en 24 minutes. Le premier parcours du Canada à la Copa América s'est interrompu en demi-finale mardi soir en vertu d'une défaite de 2-0 face à l'équipe de Lionel Messi. Et ça s'est passé, Alexandre, devant 80 000 spectateurs dans le New Jersey mardi soir. Et le Canada aura tout de même l'occasion d'aller chercher la 3e place lors de la petite finale qui va avoir lieu samedi prochain. Je pense, Alexandre, que le Canada n'a pas à être gêné de cette performance-là parce qu'il se mesurait quand même aux champions du monde. Absolument. Comme ça. Absolument, c'est les champions du monde, c'est l'équipe avec le joueur le plus grand joueur de l'histoire du soccer, je crois, là, Lionel Messi. Non, il n'y a pas de gêne à avoir. En plus, Messi compte le 2e but, tu sais, je veux dire, le joueur avec le plus de buts à l'international. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est absolument, absolument magnifique comme parcours là, du côté du Canada. Là, c'est pas pour rien qu'il y avait les amateurs de soccer en ce moment ont de quoi se mettre là, sous la dent.
Ils peuvent écouter l'Euro en ce moment, la finale qui s'en vient très bientôt. C'était les demi-finales hier aussi, je crois. Là, c'était les demi-finales de la Copa América. C'est magnifique, sérieux. Le beau parcours. C'est le fun de voir que le Canada est capable d'être compétitif, pas juste au hockey, sur la scène internationale, là, qu'on est rendu fort dans une pléiade de sports dans lesquels on peut compétitionner comme ça à l'international. Je vais te faire par contre une confidence, Lance. Dans mon groupe d'amis, je suis considéré comme le rabat-joie du soccer. C'est pas un sport. Le soccer masculin, faut que je le dise. Le soccer féminin, je trouve ça absolument magnifique. Soccer masculin, j'ai tellement de la misère à écouter ça. Moi, je suis pas capable. On ouvre la télé, là, mettons un beau regroupement entre amis, on va mettre le soccer, le match se déroule, tout va bien. Puis là, regarde bien, là, à l'écran, je vais te montrer, il y a toujours ce genre de situation-là qui arrive. Un joueur qui fait un tacle et qui ne touche même pas le joueur. L'autre joueur, pour ceux qui ne nous voient pas en visuel, qui s'effondre de douleur, qui se tord en se tenant la jambe comme s'il venait de se faire passer dessus par un 18 roues. Quelle souffrance, quelle douleur, théâtre d'été, il se roule au sol. Aïe, oui, j'ai mal! Le gars, genre 264 tatous sur le corps, il a dû passer comme 1000 heures sur la chaise du tatoueur avec une aiguille dans la peau, mais là, il se fait frôler, il est à l'article de la mort. Ça, pour moi, c'est dégueulasse puis c'est une honte du sport. Mais tu penses qu'ils font semblant, toi? Ben oui, ils font absolument semblant. C'est institutionnalisé dans le soccer, Florence, puis c'est connu, là, c'est su. Toutes les équipes masculines font ça. Toutes, à l'international. Il y en a pas. Parce que ça attire des punitions. Tu fais semblant d'avoir mal pour que l'arbitre donne des punitions. Là-dessus, là, il se fait même pas toucher. Le gars passe à côté. Tu penses qu'il fake pas? Tu penses que c'est une attaque psychique? Il est passé à côté, il a utilisé la force pour blesser son cerveau? Ben non! Non, il ne le touche même pas. Le gars, il le voit frôler puis il fait « C'est beau, je vais faire semblant d'avoir mal. » Ça, c'est une honte au sport, là. Pour moi, ça n'a pas de bon sens. T'écoutes, je suis un fan maniaque de hockey. Tu regardes les finales de la Coupe Stanley, là, la moitié des joueurs jouent avec comme 4 blessures. Il y en a qui ont des doigts cassés puis qui tapent les uns après les autres. On apprend à la fin de la saison à quel point les joueurs étaient maganés puis ont joué quand même. On se rappelle quand les Canadiens se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Le nombre de blessures qu'on a appris que les joueurs avaient après. Chez Weber puis Carey Price jouaient à l'article de la mort puis étaient en train de jouer. Pourquoi? Parce que c'est leur rêve. Puis c'est ça, une des beautés du sport, je veux dire, c'est la ténacité face à l'adversité, c'est de procéder même dans la douleur, dans les larmes, le sang, pour aller chercher le Saint Graal, le trophée que tout le monde veut. C'est ça, la beauté du sport, c'est le triomphe de la volonté humaine. Sauf au soccer. Au soccer, tu fais le but, c'est d'être le plus minable possible, d'être la plus chochotte possible. Le plus minable. Tu te roules au sol, j'ai mal! Pour attirer des punitions, c'est une honte au sport. Honte au sport, puis c'est, je le sais, là, il y a des gens qui vont m'écrire, ils vont être en sacrament que je dise ça. Je suis pas capable d'écouter le soccer à cause de ça. Soccer masculin, soccer féminin, c'est magnifique, les filles font pas ça, tout va bien. Soccer masculin, c'est institutionnaliser le fait de faire semblant d'avoir mal. C'est tellement gênant, je sais pas quoi dire. Ah ouais, on va le regarder encore une petite seconde. Maman! Mais la bonne nouvelle pour toi, ils sont éliminés. Mais je veux pas que le Canada soit éliminé. Non, je veux qu'il aille le plus loin possible, mais honnêtement, inécoutable pour moi. Inécoutable, ce sport-là. Vous êtes pas d'accord? On voit bien qu'il se fait pas toucher. Vous êtes pas d'accord? Vous voulez m'envoyer chier? Vous voulez m'insulter en disant que le soccer, c'est bien beau puis que je dis n'importe quoi en disant que c'est une honte au sport? 1-877-827-2346 studio@cube.radio. Écrivez-nous, appelez-nous puis venez me donner de la merde. Tout savoir en 24 minutes. À la suite de la peine de prison des 2 ex-joueurs des Tigres de Victoriaville qui ont été condamnés lundi à 32 et 30 mois de pénitencier. Ces 2 jeunes-là sont nommés Nicolas Daigle et Massimo Siciliano. Et on attendait tous après ça des réponses de la part du directeur général de l'organisation de l'équipe, Kevin Cloutier. Pourquoi? Bien, au cours des dernières semaines, des informations ont circulé voulant que Kevin Cloutier ait vu des images filmées dans la nuit du 5 au 6 juin 2021, qui était lors de l'agression sexuelle faite par les 2 jeunes joueurs qui avaient à ce moment-là 18 ans. Ils ont aujourd'hui 21 ans. Et l'agression sexuelle a été commise sur une employée de l'hôtel qui avait au moment 17 ans. Et je rappelle que les 2 joueurs n'ont jamais eu le consentement de la victime pour la filmer. Ça aussi, ça a été en cours. C'est en cours actuellement. Ils ont eu leur peine. Et cette information-là, s'est ajoutée à celle voulant que le directeur général, M. Cloutier, eût écrit une lettre d'appui à Nicolas Daigle pour le compte de la défense. Ça a suscité de nombreuses réactions et poussé certains à croire, dont le procureur de la Couronne, que le DG avait tenté de banaliser les gestes de ses joueurs.
Et l'homme qui baigne dans le milieu du hockey depuis super longtemps, a accepté d'offrir sa version des faits dans une entrevue exclusive qui a été accordée au journal mardi. Sa première sur le sujet depuis l'arrestation des deux jeunes qui a eu lieu au début de juin 2021. Et il se défend d'avoir voulu banaliser cette agression sexuelle-là. Dans les faits, oui, il a vu la dite vidéo. Il dit avoir vu quelques secondes. Et oui, il a écrit une lettre pour un des deux jeunes, celui qui a eu 32 mois de prison. Mais selon lui, il y a un contexte. Et là, je vais essayer de vous le résumer rapidement, en lien avec la scène de sexe. Il dit, tout d'abord, on lui reprochait peut-être d'avoir été en état d'ébriété au moment de l'événement. Il dit non. Il dit, je supervisais ce soir-là, j'étais épuisée, c'était en plein milieu de la pandémie. J'ai juste essayé d'être un bon père de famille. Moi, j'ai des enfants. J'essayais de superviser ces jeunes-là. J'ai vu 5 secondes, mais j'avais pas compris que c'était une agression sexuelle. Au moment où je me suis fait montrer ça, j'ai demandé aux joueurs de supprimer la vidéo. C'est ce qui a été fait. Je leur ai dit que ça se faisait pas. J'ai jamais banalisé ça. Mais là, il y a des rumeurs qui circulent, puis c'est ce qui a été en cours actuellement aussi, disant qu'il y a quelqu'un dans l'organisation des Tigres qui a essayé d'aller décourager l'employé de l'hôtel de porter plainte ou de parler de ce qui s'était passé. Là, l'histoire ne le dit pas si c'est le directeur général, quelqu'un d'autre de l'équipe, mais c'est ce qui circule actuellement. Lui, il se défend au journal, il dit c'est complètement faux. Il dit que depuis le début, il collabore à l'enquête, puis c'est la défense qui a demandé d'écrire une lettre pour décrire par écrit ce qui s'était passé, ce qu'il pensait de ces deux jeunes-là au moment des faits. Avant qu'il soit au courant de la gravité des gestes. Donc, lui, il dit, c'est pas moi qui ai décidé dans mon salon d'écrire une lettre positive pour ce jeune-là. Il s'est fait forcer, pauvre Coco. La défense lui a demandé, puis il est obligé de le faire. Regarde, tu m'entends être sarcastique, là. Regarde, bravo à Kevin Cloutier de se présenter en entrevue. Là. Je veux dire, ça prend du courage pour faire ça. Puis tant mieux que lui décide d'affronter la musique, là, de faire face à la musique, puis d'affronter les médias. Après ça, c'est sûr que c'est spécial quand même comme version des faits. Là. Lui dit « Ouais, j'ai vu la vidéo, ça avait parlé d'une agression. » Ça, je le crois. Je veux dire, tu vois quelques instants une vidéo de sexe, est-ce que tu sais automatiquement s'il y a consentement ou pas? Non, je pense pas que tu peux comprendre ça en un seul coup d'œil. Là-dessus, je le crois. C'est juste qu'après ça, lui dit « Moi, j'ai dit de supprimer la vidéo, il l'a fait, puis on n'en parle plus. » Le juge, dans son jugement, là, on se rappelle, il y a un procès qui a eu lieu, qui s'est terminé. Le juge a lu dans son jugement qu'il s'est tout employé de l'hôtel, une autre qui a dû intervenir pour qu'on aille supprimer cette vidéo-là, puis que le jeune, arrête de la montrer à tout le monde. Lui dit c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Est-ce que tu es en train de dire que le jugement, est-ce que le procès au complet dans lequel vous venez de vous présenter, c'est complètement faux? Le juge dit n'importe quoi. C'est ce qui est écrit dans le jugement. Là. C'est enregistré à la cour que c'est une autre employée qui a fait ça. Nos collègues du journal sont allés faire toutes les vérifications là, du bureau d'enquête. Félix Séguin nous en parlait pas plus tard que le dernier épisode en disant il y a vraiment des gens de l'entourage des Tigres qui se sont pointés sur place pour décourager la victime de porter plainte. T'es le directeur général. Viens me faire à croire que t'étais pas au courant de ça. Viens me faire à croire que c'est faux. Tout le monde le rapporte, le procès le dit. Tu dis que c'est faux, toi. Tu te bases sur quoi? T'as quoi comme preuve? Il y a un procès. Le procès, on présente des preuves. Les preuves sont tombées. Puis là, toi, tu t'en viens dire, après, une fois que c'est fini, ah, ben, vous savez, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est moi, là, j'ai dit de supprimer la vidéo. Il l'a fait, je vous le jure. L'employé, c'est n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Le procès, c'est pas vrai. Puis, en passant, on m'a demandé de faire une lettre. Fait que je l'ai faite, hein. Je suis un bon père de famille. Moi, je l'ai faite. Non, t'as décidé d'écrire une lettre en appui à ces jeunes-là. Puis c'est ce que t'as fait. Il y a du monde de ton organisation qui sont allés faire de l'espèce de magouille pas claire pour décourager une victime d'agression sexuelle de porter plainte. Toi, t'es pas au courant de tout ça. En plus, t'as vu la vidéo d'un rapport sexuel. Ce qui est en soi, un crime, je le répète, d'aller remontrer comme ça. Juste une vidéo, c'est pas une agression. Tu remontes une vidéo de quelqu'un que t'as filmé à ton insu, c'est un crime, c'est criminel. Il y a un de tes jeunes qui est venu te montrer une vidéo criminelle. Il dit, ah, regarde, boss, j'ai fait un crime. Puis toi, tu fais... C'est tout? Regarde, moi, j'en demande plus aux gens dans l'entourage du hockey. On en demande plus collectivement maintenant. C'est quelque chose qu'on a demandé au hockey, à la LHJMQ, aux ligues, donc particulièrement avec les jeunes, d'en faire plus pour décourager cette culture-là à l'intérieur. Puis là, lui, non seulement, il dit qu'il l'a découragé, mais on se comprend, même si on sa version, c'est pas fort. Puis après ça, lui écrit une lettre pour les défendre. Je cautionne pas ça, dit-il. Il s'est défendu disant qu'il joue. Il dit on gère 23 joueurs de hockey, on fait du mieux qu'on peut. Dans ce cas-là, je te le confirme, j'ai agi en bon père de famille jusqu'à ce qu'on connaisse le fond de l'histoire.
Maintenant, est-ce qu'il s'est exprimé sur le fait que maintenant, quand on connaît le fond de l'histoire, il y a quelque chose à dire là-dessus? Ce sont encore des bons jeunes disciplinés? Regarde-moi, c'est pas suffisant. Pas assez bon. C'est pas assez bon ce qui vient d'être donné comme explication. Là. Merci de vous être présenté devant les médias, M. Cloutier, et de nous expliquer votre version des faits. Je m'excuse, par contre, ça sonne pas fort. Oui, on a aussi appris que les deux jeunes vont porter leur cause en appel. Ils ont déposé, en fait, leurs avocats ont déposé une requête en estimant que la sentence est, je cite, manifestement non indiquée et en demandant d'être libérés durant la procédure. L'un des deux avocats des jeunes, celui de Siciliano, qui se nomme Charles Levasseur, expose dans sa requête que la peine imposée à son client, ça c'est celui qui a eu 30 mois de prison, je le cite, il dit « Compte tenu de la preuve faite, des circonstances et des faits reprochés, je demande que soit cassée la peine puis qu'elle soit remplacée par une peine avec sursis, soit une peine dans la collectivité, comme ce qui était suggéré par la défense. » Donc, la cause ira en appel. On va continuer à en reparler, mais manifestement, on n'est pas d'accord avec ce qui a été... avec la peine qui a été donnée. Tu veux entendre mes 2 scènes là-dessus, Florence? Vas-y. Oui, là, je suis craqué, là. Je suis craqué parce que cette histoire-là, pour moi, ça incarne tout ce qu'il y a de pire dans le milieu du hockey. Là. Les deux jeunes, au début, se sont pointés à procès. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient dire. Les autres disaient non, pas d'agression sexuelle, pas d'agression sexuelle. Là, leurs avocats, ils ont dit ouais, si vous plaidez coupable, les gars, là, si vous avouez que vous l'avez fait, plus petite sentence. Les deux jeunes ont fait OK, ouais, OK. Ils ont plaidé coupable. Ils ont avoué qu'ils l'ont fait. Puis après ça, la sentence est plus élevée que ce qu'ils pensaient. Puis là, on porte la cause en appel. Quoi, on nous avait dit qu'on n'aurait pas de peine. Là, on en a une, finalement. Comment ça? On n'aurait pas dit qu'on était coupable, finalement. Hey, c'est pas de même que ça marche, le système de justice. Comptez-vous chanceux que ce soit pas plus. Sincèrement, comptez-vous chanceux que ce soit pas plus. Tout le monde parle de peine sévère, puis on va en reparler plus tard à l'épisode avec Félix Séguin. Il nous a dit, le journaliste du bureau d'enquête, il nous a dit exactement la même chose hier. C'est pas une peine si sévère que ça. Si on regarde la moyenne pour les agressions sexuelles, c'est vraiment pas si sévère que ça. C'est à cause de leur âge. C'est ça qu'on plaide. T'sais, on dit, ils ont juste 21 ans aujourd'hui. Ils ont juste 21 ans. L'impact sur leur vie. Mais tu sais, on pense, la victime, elle avait 17 ans au moment des faits. On peut-tu penser à la victime, s'il vous plaît? Ah, là. On va continuer à en reparler. Ben, certainement. En appel, parce que la sentence est trop élevée. On l'a fait, mais on voulait juste l'avouer si c'était pas si grave que ça, la sentence qu'on recevait finalement. Je vais essayer de me calmer pour le reste de l'émission. Florence, merci. Merci.